C'est marrant parce qu'hier soir, j'ai eu une interview avec Objectif Titan et j'en ai parlé de ça. Des gens qui disent mais j'ai eu une hernie suite à tes conseils, etc. Mais en fait, bah non, t'as pas une hernie suite à mes conseils. Hein. Déjà parce que c'est pas moi qui fais ta programmation de programme sportif. À l'heure actuelle, aucun de mes coachés pour qui j'ai intégré Jefferson Curl n'a eu une hernie discale. Voilà. Donc bah non. Donc forcément, si je gère pas ta programmation, je peux pas savoir. Déjà première chose. Deuxième chose, en fait, qu'est-ce qui te dit que c'est le soulevé de terre d'eau qui t'a provoqué ça? Bah rien. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les hernies discales ça arrive à ceux qui font du soulevé de terre de droit. Et sachant qu'il y a beaucoup plus de pratiquants qui font du soulevé de terre dos droit que dos rond, puisque c'est quelque chose qui est très pratiqué, je mets ma main à couper qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des hernies suite à du soulevé de terre dos droit. Voilà, ce sujet-là. On sait qu'en fait, si jamais on fait une IRM à quelqu'un qui est asymptomatique, qui n'a aucun symptôme, on a des chances de trouver une hernie discale assez conséquentes. Donc on peut pas savoir non plus si ta douleur est liée à ça ou pas. Hein. Voilà, on sait pas grand-chose. Dernière petite chose à ce sujet-là. On sait que ce qui va déterminer le fait d'avoir des hernies discales ou pas, ce sont avant tout des facteurs génétiques. Et ça, je le dis dans mes vidéos. Donc, les mecs qui viennent me voir en me disant ce genre de truc-là, ça commence à me gonfler. Hein. J'en ai pas des tonnes, hein. Je dois en avoir 3 ou 4. Mais je peux rien faire pour vous en fait. Et surtout, arrêtez d'attribuer à mes conseils le fait que vous ayez eu une hernie discale en fait. Voilà, ce n'est pas ce que. Enfin, je ne gère pas votre entraînement. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait les choses. Je ne sais pas quel est votre historique, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est votre faute. Ou pas d'ailleurs. Ça se trouve, c'est la faute de personne, c'est la faute de pas de chance, à votre génétique ou quoi. Mais c'est pas la mienne. Hein. Voilà, moi je ne fais que mettre en avant l'état de la science sur ce sujet. Plaignez-vous scientifique. Pas moi. Et d'ailleurs, le mec veut qu'on se rencontre. Il veut me dire, on va se rencontrer, machin, etc. Ça va changer quoi ta vie, mec? Tu veux faire quoi? Tu vas venir me parler de tes résultats d'analyse? Ça va rien faire du tout en fait. Regarde mes vidéos. Ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue. Genre, quoi? Tu vas venir me casser la gueule, c'est ça? Tu me dis, t'as vu? J'ai fait une hernie discale à cause de toi, hein? Tu vas assumer? Non. Non, je vais pas assumer, c'est pas de ma faute. LOL. On va parler encore d'un sujet autour des hernies. Sachant que c'est une pathologie qui est un petit peu à la rencontre de plusieurs choses. Hein. Du sport, de la vieillesse, de certains traumatismes et du neurologique. Bon, je voulais revenir sur quelque chose qui fait polémique depuis un bon moment. En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux avis assez tranchés sur lesquels je suis un peu... Voilà, après beaucoup de recherches, je suis un peu sceptique. Voilà, deux écoles, les nouveaux kinés, les zététiciens qui sont là, on a l'impression en mode le dos rond, lors de soulever, de respecter la lordose, même lors de comment dirais-je, de lift lourd, on s'en fout, le corps s'adapte, voilà, basta. Et puis d'autres qui sont absolument des purs biomécaniciens et sur lesquels même pour ramasser pour ne pas citer de la fille, même pour ramasser un mégot de clope, il faudrait avoir le bas du dos, si on perd, droit et descendre de manière, vous savez, comme un modèle, comme les modèles qu'ils ont, descendre de manière perpendiculaire, les genoux à 90 degrés, machin. Bref. Donc le titre aujourd'hui de la vidéo, c'est est-ce que le dos rond est vraiment sans danger? Et qu'est-ce qu'en disent les recherches à l'heure actuelle, la synthèse des recherches à l'heure actuelle? Donc en fait, comme je l'ai expliqué, on entend deux discours complètement opposés sur les hernies discales. Je dis d'un côté, t'as ceux qui vont dire garde toujours le dos parfaitement droit, sinon tu vas te faire une hernie. Et de l'autre, des gens qui vont dire le dos est robuste, le corps s'adapte, l'imposture n'a aucune importance, et soulever dos rond n'est pas plus dangereux que soulever dos droit. Voire parfois certains te diront c'est plus dangereux de soulever que dos droit parce que le jour où sans faire exprès tu soulèves dos rond, tu vas te blesser. Okay. Après avoir fait beaucoup de recherches, je mettrai les liens, les sources, on voit que oui, le rachis est solide, oui, les hernies ont une forte composante génétique, oui, beaucoup de personnes ont des anomalies à l'IRM sans aucune douleur, hein, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que toutes les contraintes mécaniques sont équivalentes, ni que le disque intervertébral s'adapte exactement comme un muscle, ni que des hernies d'usure ou traumatiques n'existent pas ou ne s'aggravent pas. Alors, on va voir comment fonctionne réellement un disque, on va faire un petit rappel. Alors, le disque intervertébral, hein, entre chaque vertèbre, et un disque qui est constitué d'un noyau riche en eau, incompressible, hein, donc il ne peut pas être écrasé, entouré d'un anneau fibreux, un anneau fibreux du disque, qui est formé de plusieurs couches de collagène orientées dans différentes directions. Contrairement au muscle, le disque adulte, est très peu vascularisé, surtout dans les régions les plus profondes de l'anneau discal. Une grande partie de sa nutrition se fait uniquement par diffusion, à travers les plateaux vertébrales, avec des échanges de fluides influencés par des cycles de charge et décharge. On y reviendra. Et ces cellules, du coup, peuvent répondre aux contraintes mécaniques de manière positive, modifier leur activité et produire de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire que, justement, avec de la charge, de la contrainte mécanique, le disque, l'intérieur du disque, les anneaux, va se nourrir, va être, entre guillemets, resynthétisé. Donc certaines charges dynamiques modérées semblent même favorables à ces physiologies.
Mais attention, cela ne prouve pas qu'en faisant progressivement du deadlift en flexion, on va épaissir l'anneau fibreux comme on hypertrophierait un biceps. Hein. Il n'a pas été démontré chez l'humain qu'une exposition progressive à la flexion lourde augmente suffisamment la résistance mécanique de l'anneau pour protéger contre la hernie. Et lorsque une fissure profonde apparaît, la récupération est d'ailleurs limitée. Hein. Les régions périphériques mieux vascularisées, quant à elles, ont logiquement un meilleur potentiel de cicatrisation que les régions internes qui, comme je vous le disais, sont nourries surtout par diffusion. Et en plus, lorsqu'il y a cicatrisation hein, sur les régions périphériques, elle est fibreuse et donc elle ne recrée pas nécessairement l'architecture originelle des lamelles. Donc, on va voir, hein, le sujet principal de la vidéo, on l'a bien compris, ça va être la question de la flexion, hein, parce que c'est ça qui est débattu depuis X temps sur le port de charge. Hein, c'est la flexion du rachis, d'ailleurs quel que soit cervical ou lombaire. Enfin bref. Donc pourquoi la flexion sous charge pose question hein, sous charge. Donc c'est ici qu'interviennent les travaux biomécaniques de Stewart McGill, Callaghan et d'autres chercheurs. Toutes les sources sont dans la description de la vidéo. Hein. Donc en fait, il y a eu une expérience célèbre sur des segments rachidiens porcins, ex vivo, donc morts, hein, des rachis de porc. Et cette expérience a consisté à appliquer une compression tout en répétant des mouvements de flexion-extension. Hein. Et ils ont observé, en effet, que des fissures et des hernies pouvaient progressivement apparaître. Et leur conclusion était intéressante. Hein. Dans leur protocole, la hernie semblait davantage liée à la répétition des mouvements de flexion-extension qu'au simple niveau de compression appliqué. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que la compression compte pas, attention. Hein. Les disques étaient néanmoins comprimés pendant les mouvements. Et d'ailleurs, lorsque la compression augmentait, les lésions devenaient plus importantes. Donc, une forte compression et des flexions répétées sont moins mauvais qu'une charge axiale réalisée avec un rachis relativement stable, selon l'étude. Mais il faut savoir que cette étude a des limites. Et il faut être honnête, ces expériences ont été réalisées sur des segments de rachis, comme je dis, de porc, morts. Hein, précisément mort. Quand on est mort, il n'y a pas d'activité musculaire, pas de système nerveux, bonne partie des muscles ont probablement d'ailleurs aussi été retirés. Il n'y a pas de récupération, pas de réparation biologique, pas d'adaptation progressive au fil des semaines. Et certains spécimens ont apparemment subi jusqu'à 86 400 cycles à 1 Hz. Donc en fait, c'est jusqu'à 24 heures de cycle continu, c'est-à-dire que 86 400 flexions et extensions en 24 heures quasiment. Bon, hein, ça ressemble pas à 3 séries de deadlift soulevés de terre, je sais pas français, 2 fois par semaine. Donc cette étude, elle prouve pas que faire un deadlift dos rond provoque automatiquement une hernie. Mais il ne faut pas non plus penser que comme c'est sur des cadavres morts, hein, sur des cadavres, ça fait doublon, hein, un cadavre forcément mort, que ça ne nous apprend rien. Hein. Cette étude, elle nous apprend quand même hein, que le mécanisme possible de fatigue mécanique, hein, que ce mécanisme, dans certaines conditions, est capable de désorganiser progressivement les lamelles de l'anneau jusqu'à la hernie. Chez l'être humain vivant, l'adaptation et la récupération peuvent visiblement du coup modifier ce risque. Hein. Mais possibilité d'adaptation ne veut pas dire invulnérabilité. Donc faut-il garder toujours le dos droit? Non, même si on le voulait, on ne pourrait pas. La colonne vertébrale est faite pour bouger, se pencher, s'asseoir, ramasser quelque chose ou arrondir légèrement le dos, c'est pas en théorie dangereux. Voilà. Mais soulever quelque chose de très lourd, c'est là où les études anthropologiques qui avaient fait de la vie me paraissent intéressantes. Hein. Ils comparent bien par rapport aux animaux, par rapport à l'évolution. Ils comparaient bien le fait que en fait, notre rachis lombaire était assez mobile hein, pour nous permettre de nous mouvoir rapidement, contrairement aux gorilles qui ont un rachis lombaire beaucoup plus enchâssé, c'est-à-dire beaucoup moins mobile car les crêtes iliaques sont beaucoup plus hautes et du coup le rachis lombaire est relativement peu mobile et donc relativement moins instable et plus fort. Enfin, il faut distinguer douleur, dégénérescence discale et véritable hernie structurelle. L'absence d'association claire entre posture et lombalgie ne prouve pas qu'une flexion profonde sous forte charge n'a aucun effet mécanique sur l'anneau. Pour un effort lourd répété non spécifique à la flexion lombaire, garder le rachis dans une zone relativement neutre et stable reste donc une stratégie raisonnable de réduction de risque. Pas parce qu'un millimètre de flexion va détruire votre disque, mais parce qu'on cherche une marge de sécurité. En fait, marge de sécurité surtout quand on ne connaît pas sa susceptibilité génétique, l'état réel de ses disques, l'existence éventuelle de fissures silencieuses, ainsi que sa capacité de récupération. Voilà. Maintenant, qu'on soit bien clair, une hernie discale n'est pas forcément une catastrophe. Non plus. Il y en a beaucoup qui évoluent favorablement, très peu qui sont candidates pour des opérations. Hein, d'ailleurs, même les plus graves, extrusions et séquestration, même les plus graves, les plus grosses, parce que on ne juge pas une gravité de hernie à sa taille, mais à ce qu'elle comprime comme élément nerveux. Je disais les plus grosses, avec extrusion, séquestration peuvent même se résorber partiellement grâce au mécanisme inflammatoire, à la vascularisation et au macrophage. La musculation reste généralement compatible avec une hernie discale à condition d'adapter les exercices et de reprendre progressivement. Comme je le disais, une hernie peut malheureusement comprimer une racine nerveuse et là provoquer la fameuse sciatique, une névralgie cervico-brachiale, perte de sensibilité, et malheureusement là c'est un peu plus grave, faiblesse musculaire.
Bon, et plus rarement, des cas d'urgence neurologiques, syndrome de la queue de cheval quand vous avez une hernie lombaire médiane, ou compression médillaire au niveau cervical quand elle est médiane. Donc non, voilà, une hernie n'est pas forcément grave, mais comment dirais-je, non plus, une hernie, c'est pas toujours rien, ou comme certains sont tentés de le dire, en gros tout le monde en a, mais voilà, les seuls qui en sont affectés, c'est ceux pour qui ça devient symptomatique. Non, tout le monde n'en a pas, voilà, hein, même si en effet il y en a qui en ont, et qui l'ignorent du fait qu'elles ne sont pas compressibles. Donc, en gros, le dos, il est ni fragile ni indestructible, hein. Un tissu de disque est un tissu vivant, oui, capable d'adaptation, mais pas autant qu'un muscle. Pas autant qu'un muscle, hein. On n'a pas jusqu'à présent de preuve qu'une exposition même progressive à la flexion lourde vaccine l'anneau contre la hernie, hein. Par contre, on a des preuves biomécaniques, hein, qu'une combinaison de compression, de flexion répétée et de fatigue, elles peuvent produire progressivement des lésions discales. Bon, certes, c'était dans des modèles ex vivo, donc morts. Cependant, ça a le mérite de quand même montrer qu'à l'extrême, ça pourrait un minima, comment dirais-je, un minima par précaution se calquer à l'homme. Voilà, bougez, musclez-vous, hein, malgré tout, chargez progressivement, mais lorsque vous soulevez très lourd, cherchez pas volontairement à accumuler une flexion lombaire extrême simplement pour prouver que le dos peut tout supporter, hein. Voilà. Donc moi je pense que la bonne position c'est ni la peur du mouvement, ni d'être un pur biophysiologiste en disant que tout s'adapte. D'ailleurs, c'est faux visiblement, hein, parce que encore une fois, tout s'adapte facilement dans les cas de vascularisation des tissus, mais dans le cas où ils sont peu vascularisés, il reste une capacité d'adaptation, mais qui n'est peut-être pas aussi rapide que la progression de la charge, voire qu'il y a probablement une limite, malgré la progressivité lente de la charge. Donc c'est, encore une fois, ni la peur du mouvement, ni d'être dans une position physiologiste extrême, et ni d'être dans le déni de la biomécanique, comme certains kinés récents le font. Voilà.